Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans Smart Immo, une édition spéciale depuis le MIPIM à Cannes, c'est le plus grand salon de l'immobilier international. On va tout d'abord se poser la question sur l'immobilier tertiaire. Est-ce que ça va mieux? On verra le cas d'une tertiaire, peut-être une embellie. On se posera la question sur comment mieux incuber, développer les startups de l'immobilier, les PropTech. Et enfin, on se penchera sur la révolution de la construction hors site. Smart Immo, c'est parti. Smart Immo, depuis le MIPIM 2025, ici à Cannes, on est ravis d'accueillir une experte, c'est Christelle Zordan. Bonjour Christelle. Bonjour. Vous êtes directrice générale de la société de la Tour Eiffel. Avec vous, on va observer un petit peu cette conjoncture immobilière un peu compliquée ces dernières années. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter la société de la Tour Eiffel? Alors, la Société de la Tour Eiffel, nous sommes une foncière cotée, essentiellement sur le secteur du bureau, en tout cas jusqu'à présent. Un de nos axes d'évolution est de sortir du tout bureau, mais on y reviendra, je pense. Oui. Nous sommes présents dans toute la France, notamment dans les grandes métropoles régionales et surtout dans le Grand Paris. Et puis, nous avons des équipes d'une 50aine de personnes. Voilà, notre actualité en 2024, ça a été d'essayer de naviguer dans cet environnement très chahuté. On a beaucoup travaillé notre patrimoine à plein d'égards. Le premier, c'est qu'on a continué les plans de cession qu'on avait initiés depuis 2022, puisque on considère qu'il y a un certain nombre d'actifs qui ne sont plus stratégiques pour nous. Et puis, on avait un sujet aussi de dette. Donc, les cessions permettent aussi de travailler sur une part de désendettement. Nous avons également des sujets de développement, avec une grosse vague de développement qui est livrée entre fin 24 et fin 25. Donc les premiers ont été livrés fin d'année 2024, Oui. En logistique et en co-living notamment. Donc, dans quelle région ou dans quelle Alors on en a un à Nanterre, un hôtel d'activité à étage, et un immeuble de co-living à Lyon. Oui. Donc on sort du bureau, c'est vrai qu'il a Oui. été assez sinistré ces dernières années, c'était un peu le sauve qui peut, notamment dans les actifs voilà, qui n'étaient pas à la page, il faut se recentrer notamment sur Paris ou proche couronne. Est-ce que ça a été le cas pour la Société de la Tour Eiffel? Alors nous, on a assez peu d'immeubles dans Paris, donc effectivement on a fait quelques acquisitions dans Paris au début de l'exécution de cette feuille de route en 2022-2023. Aujourd'hui, notre sujet c'est surtout de redévelopper les immeubles de bureaux qui ne seront plus jamais des immeubles de bureaux. Oui. Ou d'utiliser des ténements fonciers dont on était propriétaire depuis longtemps. Donc c'est ce qu'on s'est employé à faire. Lyon, on est le parfait exemple. On avait un immeuble de bureau de 15 000 m², très amianté, très peu adapté au secteur du bureau. Il a été démoli. On a construit 5 petits bâtiments. On a surtout construit un grand parc paysager, ce qui nous a permis aussi de désartificialiser à hauteur de 30% le terrain, ce qui est énorme. Et on a fait un immeuble de résidentiel étudiant qui a été vendu à l'agglomération de Lyon, en social. Un immeuble de co-living qui est loué sur un 12 ans ferme à une société qui s'appelle Bicube, et un immeuble de bureau pour lequel on est en discussion avancée pour une prise à bail totale. Très bien. Christelle Zordan, justement, est-ce que c'est cette diversification, vous allez la continuer? On a l'impression qu'aujourd'hui, il faut avoir comme ça plusieurs leviers au sein de son patrimoine. Oui, bien sûr. Alors c'est l'idée développée depuis déjà 3 ans, sur laquelle on continue à travailler sur notre feuille de route, qui était une feuille de route plutôt à 5 ans. Donc l'idée, c'est d'avoir un gros tiers du patrimoine qui soit en dehors de la classe d'actifs bureau pour justement avoir davantage de résilience et puis surtout s'adapter à ce qu'on a identifié, mais on n'est pas les seuls évidemment, comme un vrai besoin sociétal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a davantage de mixité, alors parfois à l'échelle d'un immeuble, parfois à l'échelle d'un quartier, parfois à l'échelle d'une ville, mais en tout cas, la sectorisation de la ville où on dort, la ville où on travaille et la ville où on achète, c'est fini. Et on doit adapter nos immeubles à cette grande tendance pour répondre aux besoins de nos utilisateurs. On arrive à cette fameuse ville quart d'heure dont on parle beaucoup. Alors, il y a quart d'heure et quart d'heure. Mais effectivement, ça répond exactement à ce besoin de moins se déplacer, de moins polluer, et puis de volonté d'avoir tout à proximité. Maintenant, voilà, on a tous beaucoup de choses dans notre poche, dans notre téléphone. Ça fait partie de l'évolution sociétale d'avoir tout à proximité, et effectivement de vouloir mixer les usages. Et en tout cas, nous, on y croit beaucoup, et c'est dans cette direction qu'on s'emploie à travailler. Christelle, j'ai une question justement d'actualité ou plutôt de perspective sur cette année 2025. On a le sentiment qu'on allait très loin dans tout ce qui était normes, notamment environnementales. Est-ce que vous pensez que ça va être un petit peu allégé pour pouvoir favoriser peut-être un redémarrage justement de l'immobilier sous toutes ses formes? Alors, je pense que l'immobilier ne s'est pas arrêté uniquement pour ces raisons-là. Il y a quand même aussi accessoirement des hausses des taux qui ont freiné beaucoup les investissements et qui ont un peu aussi perturbé le jeu. Effectivement, on parle du paquet omnibus.
c'est un terme un peu, un peu consacré maintenant depuis quelques jours ou quelques semaines, qui va probablement changer la donne, notamment sur les obligations CSRD. Maintenant, le temps que les lois soient adoptées, ça va prendre un peu de temps et il est probable que ça ne s'applique qu'une fois qu'on aura tous déjà fait le travail. Donc l'intérêt me semble là, mais malgré tout relatif à court terme. Nous, on a toujours travaillé dans la performance énergétique et environnementale de nos immeubles. Les locataires en font un prérequis, pas uniquement parce que ça fait bien sur la plaquette, mais aussi parce que ça coûte moins cher. Donc je pense qu'il faut qu'on continue tous dans cette direction-là, mais pas forcés par des normes, mais plutôt mus par nos convictions. Alors, quelque chose qui peut avoir son importance, évidemment, vous l'avez souligné, c'est les conditions financières également. On voit que les taux, la BCE notamment, sont en train de reculer. Est-ce que c'est une bouffée d'oxygène? Est-ce que ça peut relancer la dynamique? Alors les taux baissent, mais l'OAT remonte. C'est Il a vrai. beaucoup remonté dernièrement. On est remonté autour de 3,60. Donc il faut qu'on attende de voir aussi où il se stabilise. Effectivement, ça peut aider. Je pense que ça va aider notamment le retour des investisseurs étrangers en Europe. Et on le voit là, au SMIPIM, on parle beaucoup de grosses transactions qui seraient plutôt pour des investisseurs internationaux. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Tout ce qui viendra dégripper la machine et qui permettra d'avoir de la liquidité sera évidemment une bonne nouvelle. Voilà le point de vue de Christelle Zordan. Merci Christelle. Je rappelle que vous êtes directrice générale de la société La Tour Eiffel et à très bientôt dans Smartimo. Merci. Et dans Smartimo, tout de suite, on va parler start-up du monde bâti, que ce soit des ComTech, des PropTech ou encore des Climatech. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va tout savoir avec nos deux invités, nos deux experts. Comment développer ce monde de la PropTech? C'est ce qu'on va voir ensemble. Kevin Cardona, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des programmes innovants de Léonard. Bienvenue à vous. Merci. Et vous êtes venu en compagnie d'Alexandre Girard. Bonjour Alexandre. Bonjour. Le CEO et fondateur d'Horus Énergie. Alors, tout d'abord, on veut savoir ce que fait Léonard. Il y a un petit aperçu déjà. Léonard, c'est l'incubateur, l'accélérateur de Vinci. Expliquez-nous. Alors effectivement, on est la plateforme d'innovation et de prospective du groupe Vinci. Et mon métier particulièrement au sein de cet incubateur, c'est d'aider les entrepreneurs, que ce soit les entreprises du groupe Vinci ou des entrepreneurs externes comme Alexandre aujourd'hui, à se développer. Alors sur deux phases de maturité différentes. La première phase qui est l'incubation, c'est-à-dire juste après le prototype, quand on a la première ébauche d'un produit, on va les aider dans ce qu'on appelle le go-to-market, donc à comprendre leur marché, à trouver leurs clients. Et ensuite, on a un autre programme pour les startups cette fois-ci matures ou les projets matures. Et là, on va appeler ça l'industrialisation. Donc on va les aider vraiment à se déployer commercialement. Donc on aide les entrepreneurs à deux niveaux de maturité principalement. Voilà. Alors justement, un petit mot d'Horus Énergie. Alexandre, présentez-nous votre start-up. Horus Énergie, c'est une plateforme de flexibilité électrique qui aide les gestionnaires de bâtiments à consommer l'électricité au bon moment et qui les rémunère pour ça. Ah oui. Tout simplement parce qu'ils vont équilibrer le réseau électrique à la place des centrales gaz, charbon et fioul qu'on utilise encore aujourd'hui. À la clé, c'est quoi? Des économies, notamment d'énergie? À la clé, c'est un nouveau revenu et un impact clair en termes de décarbonation du système électrique global. Alors, on doit vous féliciter, bien sûr, Alexandre, puisque vous avez passé les fourches codines de Léonard pour entrer dans l'incubateur. Combien de dossiers vous recevez par an, Kevin? Alors, effectivement, c'est très important pour nous d'être très sélectifs. Là, on a reçu 500 dossiers de candidature, par exemple. On va présenter les 50 meilleurs et on va les faire évaluer par une centaine d'experts du groupe Vinci, pour s'assurer que ça répond à un vrai besoin. Le pire dans l'innovation, c'est la fausse bonne idée. Donc on veut s'assurer que ça répond à un vrai besoin du métier. Et après, on va présenter ça à un jury composé pour moitié d'exécutifs Vinci et pour moitié de VC, donc des investisseurs en capital risque de nos secteurs, qui connaissent parfaitement nos secteurs. Et fort de tous ces retours, on va accélérer les 10 plus prometteurs. Ouais, Voilà. donc ça fait penser à Qui veut être mon associé version Vinci. C'est exactement à l'intérieur. Et là, on choisit. Il pitch, j'imagine. Il pitch, alors c'est sur dossier de candidature au début, après il pitch, il passe par plusieurs événements en présentiel, en distanciel, mais effectivement à la fin, le but c'est vraiment d'avoir un peu dérisqué ces solutions-là vis-à-vis de l'œil des métiers, hein, c'est ça le plus important pour nous. Et puis après, effectivement, on va continuer à les accélérer, à les accompagner pour aller très rapidement voir et parler aux bonnes personnes. Parce qu'une startup a besoin d'argent, on en parle souvent des levées de fonds, mais elle a surtout besoin de gagner du temps. Donc si c'est un non, vaut mieux un non vite. Et ça, c'est très précieux. Et évidemment, on va chercher un maximum de oui. Surtout qu'elle consomme du cash généralement. Qu'est-ce qui vous a plu justement, ou qu'est-ce qui a plu au jury dans le cas de
de Horus Énergie? Comme Alexandre vient de vous le dire, nous on aime beaucoup ce genre de solutions parce qu'elles sont à cheval entre nos deux mondes. Là en l'occurrence entre le monde du bâtiment et le monde des réseaux énergétiques. Et donc la question de la flexibilité énergétique, c'est une question fondamentale. À mesure que les énergies renouvelables augmentent dans le grid, il y a plus de volatilité, plus d'incertitude, ça crée de l'instabilité sur les réseaux. Donc il y a un rôle à jouer, c'est ce qu'ils font parfaitement, avec en plus une brique d'intelligence artificielle. Donc il y a aussi de la technologie au service du climat. Là on a tous les mots, on adore. Alexandre Girard, justement, vous qui êtes à la tête donc d'Horus, qui va rentrer dans l'incubateur, bravo à vous. Quels seraient justement peut-être les tuyaux parce qu'il y a beaucoup de projets bien sûr qui regardent Bismart. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour justement avancer et rentrer dans un incubateur? Alors il faut oser, il faut candidater. Et je crois que c'est long, il faut préparer son dossier. Oui, il faut le préparer. Et surtout, il faut dès que possible et potentiellement même en amont, tester sa solution auprès d'experts du secteur et l'exposer le plus vite possible. Et après, Léonard nous aide énormément là-dessus, savoir les retours d'experts métiers, parce que c'est comme ça qu'on fait avancer, c'est en exposant sa solution, son innovation aux gens du métier. Mais alors une question sur votre projet très spécifique, c'est vrai qu'on a parlé avant d'aller sur ce fameux go-to-market, comment on fait pour tester justement votre solution, à améliorer le grid comme ça, comment vous l'avez testé, comment vous avez fait le MVP, je suis désolé il y a beaucoup d'anglicismes, mais le minimum viable product? Et on a besoin d'innovateurs qui sont prêts à tester, donc y compris chez les clients, et donc les structures comme Léonard aident énormément là-dessus, parce qu'en fait elles vont permettre, et elles ont un réseau dans lequel il y a des experts métiers qui sont prêts à tester des nouvelles solutions, des nouvelles innovations. Et donc c'est vraiment comme ça qu'on arrive à avoir effectivement la première preuve que le concept fonctionne. Et donc c'est très très précieux et c'est pour ça que l'accompagnement Léonard était très très précieux pour nous aussi. Ouais. L'accompagnement il dure combien de temps au bout de 2 ans, de 3 ans Alors pour les startup seeds, ça va durer 6 mois intense l'accélération. Oui. Mais après, comme on investit dans ces startups, après on passe dans une phase où on va se comporter comme un board member, encore un bon mot français. Administrateur, ça c'est plus facile. Administrateur, voilà. Mais donc vraiment, on va continuer évidemment à... Nous l'enjeu, pourquoi on le fait, c'est vraiment pour augmenter les synergies avec nos métiers. Donc on est convaincu qu'il y a énormément de synergies entre les métiers de Vinci globalement, que ce soit construction ou énergie, et ce que développe Horus, à plein d'endroits différents, que ce soit encore une fois sur le réseau comme sur les bâtiments ou l'exploitation des bâtiments, avec Vinci Facilities chez nous. Donc on a énormément de synergies à créer ensemble. C'est ça qu'on va continuer à travailler bien après l'incubation, puisque ça reste des entreprises du portefeuille de Léonard. Donc on a un rôle à continuer à les accompagner, ce qu'on fait cette année en les emmenant au MIPIM typiquement. Voilà. Alors le MIPIM justement, on en parle, on est ici à Cannes, au cœur vraiment du plus grand rassemblement d'investisseurs. C'est vrai que ça phosphore, on sent l'énergie. Pour vous, pourquoi c'est un peu important de participer à ce MIPIM édition 2025? Alors MIPIM pour nous c'est un rendez-vous incontournable. Ça va nous servir en fait surtout à faire infuser l'innovation autour de la flexibilité électrique qui derrière va pouvoir découler dans toutes les strates de l'exploitation immobilière, plus uniquement au niveau de l'investissement mais aussi au niveau de l'exploitation technique. Mais donc c'est très important de parler aux décideurs qui vont à la fin décider ou non d'engager leur bâtiment dans cette démarche de flexibilité électrique. Ouais. Il y a beaucoup d'investisseurs ou d'intérêt international. Vous parlez aux franco-français ou on essaye de se déployer sur d'autres pays? On parle d'abord aux Français, parce qu'il y a des spécificités dans les marchés d'électricité de chaque pays. Maintenant, nous, on a depuis le début une ambition internationale, en particulier européenne, et c'est à ça aussi que sert le MIPIM. Ouais, avec Vinci, groupe mondial, on le répète. Typiquement, ce matin, on a organisé une table ronde avec Horus, un autre fondateur de Léonard, et le patron de l'asset management d'AXA à l'échelle européenne, pour avoir son regard, sa vision, et ça a permis de confronter justement le regard du client, de l'asset manager, en disant OK, donc il a mis le doigt sur tous les sujets hyper intéressants, sur le juridique, le modèle économique, le financier. C'est ça qu'on vient chercher. Et peut-être des angles qu'on ne voit pas toujours d'ailleurs. Complètement. Ouais. Et on va chercher cette expertise, ce retour du client, parce que c'est l'innovation agile, elle est là. C'est de très rapidement parler au client et d'itérer le produit, le go-to-market avec ces retours-là. C'est ça qu'on vient chercher au MIPIM. C'est toujours bien d'avoir le point de vue d'un assureur ou d'un juriste, de toute façon. Comtech, PropTech, Climate Tech, c'est autant de, voilà, là aussi... de buzzwords qu'on entend. Qu'est-ce que ça veut dire et lesquels, en fait, sur lesquels vous insistez en particulier? Nous, simplement, c'est toujours cette idée de contribuer à avoir un impact
positif dans nos activités. Donc c'est ça que ça veut dire Climate Tech, pour faire simple, c'est réduire les émissions de CO2, soit par de l'atténuation, soit par de l'adaptation, parce que le climat va évoluer, donc il faut adapter nos villes et nos territoires. Et on est là pour développer des solutions, des nouveaux matériaux bas carbone, des infrastructures de recharge. Donc c'est tous ces sujets de décarbonation et d'électrification de nos modes de vie. Ça demande des solutions, ça demande des infrastructures et ça demande aussi des savoir-faire et des innovations. Donc on est là pour les pousser et les mettre dans nos offres derrière. Horus Energy, Climate Tech ou PropTech? Les deux. Et puis ConTech aussi, c'est quoi exactement? ConTech, donc c'est construction, c'est la technologie pour les métiers de la construction ou plutôt du contracting en général. Donc ça va être comment utiliser la technologie pour améliorer la productivité, pour améliorer la sécurité sur les chantiers par exemple, qui reste un énorme sujet parce qu'on fait quand même des métiers dangereux. Donc la technologie va servir à plein d'endroits. Donc voilà, vraiment nous notre posture, c'est toujours de partir du terrain, de surtout pas faire de la technologie pour la technologie, de répondre à un cas d'usage concret. Et donc on utilise nos savoir-faire en IA typiquement. On a un programme dédié à l'intelligence artificielle chez Léonard où on va répondre à des problèmes terrain et on va développer la brique d'IA nécessaire pour y répondre. Que ce soit dans le contrat, que ce soit dans la gestion du planning, que ce soit dans la gestion des équipements, tout ça pour gagner en productivité dans des métiers qui sont quand même des métiers de faible marge, il faut avoir ça en tête. Alexandre Girard, donc les bonnes fées, en tout cas celles du groupe Vinci avec Léonard, sont penchées sur le berceau d'Horus Energy. C'est quoi la suite, les prochaines étapes pour vous? Et donc là, on est dans une phase où on a pu démontrer l'intérêt de la solution avec des premiers résultats probants. Et donc on est dans une phase de passage à l'échelle sur l'ensemble des clients qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Oui. Vous avez déjà des clients, du chiffre d'affaires? Bien sûr. Donc on a à la fois des clients sur la partie retail, donc je peux citer par exemple Ikea, et aussi sur la partie bureau, avec par exemple ICAD, par exemple La Poste Immobilier, par exemple BNP Paribas REM. D'accord. Et donc là, on est dans une phase où on va faire participer en volume les actifs pour avoir un vrai impact et un impact important au niveau du réseau électrique. Très bien, et vous allez les accompagner dans toutes ces phases. À quel moment on estime que l'oiseau sort du nid, peut voler de ses propres ailes? Déjà, rendez-vous compte, c'est probablement peut-être la première PropTech qui propose de rémunérer le propriétaire immobilier. Ouais, c'est pas mal. Ce qui est quand même très rare. Là, déjà, vous avez l'oreille de vos clients ou de futurs clients. Déjà, c'est pas mal en termes de traction. Et puis effectivement, et puis peut-être, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est très important dans la phase de sélection. Avant d'investir dans une technologie, on investit dans une équipe. Et là, en l'occurrence, on est sur une équipe donc pluridisciplinaire qui, chacun à sa place, à son endroit, très forte en exécution. Donc c'est ça vraiment qui nous séduit d'abord, parce que la technologie, elle va évoluer, elle va changer, elle va pivoter. Mais donc l'enjeu, c'est de bien entourer cette équipe, constituer un board typiquement, constituer, évidemment, ils font tout le travail de bien s'entourer eux-mêmes pour bien exécuter. Et nous, on est là pour, encore une fois, ouvrir les portes, leur expliquer les rouages de ce monde de l'immobilier, parce que la chaîne de décision est parfois un peu complexe. Donc encore une fois, c'est vraiment cet enjeu de gagner en célérité, gagner du temps, gagner en efficacité. Puis après, ils font leur job. Après, vous pouvez vous développer, évidemment, c'est ce qu'on vous souhaite. Aujourd'hui, il y a combien de startups qui ont été incubées, qui sont toujours présentes? Là, aujourd'hui, on a 33 sociétés en portefeuille pour lesquelles on fait ce rôle-là d'accompagnateur. Alors, on est au bord de 9 d'entre elles. Donc là, on a un rôle encore peut-être plus présent. Mais voilà, on accompagne ces 33 sociétés comme si c'était celle de la grande famille Vinci. Alors un mot justement de l'environnement, c'est vrai qu'il a été compliqué pour l'immobilier ces 2 dernières années, mais encore plus, et on l'a vu avec c'est Connex d'ailleurs, avec ce renchérissement du coût de l'argent, c'est vrai qu'il y a eu moins d'argent sur les startups qui ont souffert. On a vu pas mal de French Tech, des belles French Tech d'ailleurs qui sont allés au tapis. Est-ce que vous avez observé cette baisse ou il y a toujours ce fort engouement? Alors nous, on a une posture on ne va pas investir dans 10 startups pour trouver une licorne. On s'en moque un peu de la licorne. Nous, ce qui nous intéresse, si à la fin on a 8 très belles ETI, on est très content. Alors même si on espère que Horus devienne une licorne, ça sera très bien pour eux. Mais donc on va chercher encore une fois, à partir du moment où on part du terrain et qu'on répond à un problème concret dans la vraie vie, on a moins de chances de se tromper. Donc on n'est pas sur des fantasmes de valorisation, on est plutôt sur du rationnel. Comme un fonds, c'est vrai qu'il sait qu'il va y avoir 8 à 9 startups finalement qui vont péricliter, puis une peut-être qui va rattraper tout. On appelle ça, nous on a un investisseur stratégique. Donc on ne va pas chercher le retour financier uniquement, on ne va pas tout de suite penser à l'exit, encore un mot français, mais on va vraiment chercher à la synergie stratégique avec les métiers du groupe Vinci. Et que ça s'intègre évidemment dans la stratégie du groupe. Bon, c'est plutôt une chance, une bonne opportunité d'avoir intégré Léonard. C'est vraiment une excellente opportunité et merci encore à toutes les équipes de Léonard. Ouais. On a parlé d'équipe justement à l'instant. La jeunesse du projet, c'est quoi? Vous êtes un background plutôt technique, plutôt
ingénieurs. On avait vraiment une équipe pluridisciplinaire. Donc moi-même, je suis ingénieur. On rassemble les ingénieurs et aussi des parcours beaucoup plus business. Et c'est ça qui fait la force, je pense, de notre équipe. Ben voilà, longue vie à Horus Energy. Alexandre Girard, donc patron, cofondateur, merci. Et puis merci aussi à Kevin Cardona. Je rappelle que vous êtes directeur des programmes innovants de Léonard, l'incubateur donc de Vinci. Et là aussi, bravo à vous pour bien, accompagner toutes ces PropTech, ComTech, CleanTech et j'en passe. Merci à vous et à très bientôt sur Bismart. Merci beaucoup. Smartimo, depuis le MIPIM à Cannes, on va s'intéresser au boom du hors-site, la construction hors-site. On va tout savoir avec un spécialiste, peut-être même le pape du hors-site en France, c'est Pascal Chazal. Bonjour Pascal. Bonjour Fabrice. Vous êtes président de Z Modular, votre start-up, et puis du groupe hors-site, un groupe de médias, mais pas seulement. Expliquez-nous ce que vous faites. Alors le groupe hors-site a été créé en 2017. Notre volonté, c'était d'amener en France ce qui se passait un petit peu dans d'autres pays, notamment dans les pays anglo-saxons, autour du off-site building. Et donc, on a créé le groupe Hors-Site qui aujourd'hui est une maison d'édition qui édite le magazine Hors-Site. On co-organise également le salon du Hors-Site avec Batimat tous les 2 ans. On a créé une école qui s'appelle le Campus Hors-Site, qui est la première école de formation en France pour la construction hors-site, qui explique notamment le changement culturel que le hors-site amène dans nos activités. Mais alors justement, attendez, je vous coupe, le hors-site, le off-site building, qu'est-ce que c'est exactement? On dit que c'est de la construction de bâtiments en usine. Alors en fait, pas de bâtiment. On ne va jamais construire un bâtiment entier en usine. On va par contre construire des composants qui vont ensuite s'assembler sur place. Alors pas forcément des modules. On identifie aujourd'hui 4 catégories dans la construction hors site. Ce qu'on appelle les éléments 1D, ça va être des poutres, des poteaux qui peuvent être préfabriqués. Ça peut être en bois, en acier, en béton. Ça, on utilise déjà beaucoup. Ensuite, il y a la catégorie 2D. C'est plutôt des panneaux de façade, comme des façades à ossature bois. Ça peut être aussi des prémurs en béton. Ça peut être des dalles, ça peut être des planchers bois. Ça, c'est fabriqué en usine. On utilise déjà aussi pas mal, notamment tout ce qui est construction bois. La troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle le 3D modulaire. Donc là, c'est les grosses briques de Lego. Par exemple, une chambre d'hôtel fabriquée en usine. Clé en main. Clé en main, et qu'on va livrer, installer sur le chantier, empiler les unes sur les autres, et qui vont être la partie structurelle du bâtiment. Et puis la dernière catégorie, c'est ce qu'on appelle les éléments non structurels, comme par exemple des salles de bain préfabriquées, des gaines techniques préfabriquées. Donc on voit bien qu'en fait, c'est pas lié à un matériau, ça peut être du bois, ça peut être de l'acier, ça peut même être du béton. On peut mélanger les matériaux, et puis ça peut prendre tout un tas de formes. Un réseau de ventilation qui serait préfabriqué en usine, installé d'un coup de grue, c'est du hors-site. Un balcon préfabriqué, c'est du hors-site. Un mur à ossature bois, c'est du hors-site. Ce qui est assez intéressant, il y avait il y a 2 semaines le Forum du Bois au Grand Palais, et c'était assez incroyable de voir que le hors-site s'était invité partout et que les gens du bois aujourd'hui se reconnaissent dans le hors-site. Et oui, ils font bien sûr du hors-site, ils fabriquent les éléments dans leurs ateliers, ensuite ils vont les assembler sur place sur le chantier. Et ce qui est important, c'est que quelque part, les gens du bois faisaient du hors-site sans le savoir, mais c'est drôlement mieux de le savoir. Parce que, par exemple, si vous voulez fabriquer un mur à ossature bois qui va intégrer le revêtement extérieur et la fenêtre, par exemple, eh bien, il vous faut connaître la couleur de la fenêtre bien avant ce qu'on a l'habitude de faire. Parce que j'ai besoin de commander la fenêtre à mon fournisseur, j'ai besoin de la recevoir, de l'intégrer dans mon mur, et puis ensuite je livre le mur sur le chantier. Et dans un processus classique, souvent on fait le gros œuvre, et puis on choisit la couleur de la fenêtre après. Donc ça change les habitudes, et c'est vraiment tout le travail du groupe hors-site, c'est d'accompagner le changement. Justement, les avantages de cette construction hors-site en usine, déjà on n'a pas tous les inconvénients d'un chantier avec les nuisances, donc ça c'est bien pour les riverains par exemple, mais c'est aussi qu'il y a beaucoup moins, comme l'industrie automobile par exemple, à qui on compare souvent, beaucoup moins de problèmes après de malfaçons et de réserves à la livraison du chantier. Oui, alors ça fait suite à mes 30 années d'expérience en tant que dirigeant d'Ossabois, puisque je suis le fondateur d'Ossabois et j'ai dirigé Ossabois pendant 30 ans. Et ce qui m'est paru évident au bout de 30 ans, c'est qu'un ouvrier est beaucoup plus efficace dans un atelier que sur un chantier. Parce que dans un atelier, on peut mettre en place des bonnes conditions de travail, on peut mettre en place des outils qu'on n'aura jamais sur un chantier. On est à l'abri. On est à l'abri, on n'a pas besoin de se déplacer. Les ouvriers, en général, habitent à côté de l'usine, parce que l'usine, elle ne se déplace pas. On dit en moyenne, un ouvrier d'usine habite à 15 km de l'usine, un ouvrier de chantier habite en moyenne à 80 km du chantier, parce qu'il faut qu'il se déplace. Donc il y a une productivité bien meilleure dans l'usine.
Ça peut aller de 1 à 4, hein, c'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'on dit qu'un ouvrier dans une usine peut atteindre des niveaux d'efficience, c'est-à-dire qu'il peut apporter de la valeur ajoutée 80% de son temps. Sur un chantier, il apporte de la valeur ajoutée 20% de son temps. Donc ça peut être un rapport de 1 à 4. C'est incroyable. Et même une féminisation des emplois, puisque les conditions, proximité du lieu de vie, évidemment, et puis peut-être des horaires aussi aménagés. On passe, Pascal Chazal, à votre dernier bébé, entre guillemets, Zen Modular. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors Zen Modular, c'est vraiment issu de toute mon expérience de 40 ans maintenant, hein. Je cherchais à apporter sur le marché des solutions qui permettent aux acteurs de l'immobilier de gagner beaucoup de temps, de gagner du CO2, de gagner de la qualité, de gagner de la sérénité. Donc on a beaucoup réfléchi avec mon équipe et on s'est intéressé à un marché qui se prête très bien à la construction modulaire, puisque la technique qu'on a choisie, c'est la construction modulaire 3D, donc la troisième catégorie. Un marché qui s'y prête très bien, c'est ce qu'on appelle le marché des résidences gérées. Donc, par exemple, une résidence étudiant, un EHPAD, un hôtel, un hôpital, du co-living. Et en fait, nous, aujourd'hui, on conçoit et on amène sur le marché des chambres qui sont fabriquées en usine. Oui, avec une qualité, puisqu'on a vu un démonstrateur, c'était à la dernière édition sur Batimat, vous l'avez mentionné. Il y avait un démonstrateur et c'est vrai qu'il y a une qualité perçue qui est absolument incroyable. Vous dites, on n'a plus ça sur les chantiers aujourd'hui. Oui, alors en fait, on va dire que aujourd'hui, prenons l'exemple d'une résidence étudiant, un maître d'ouvrage veut réaliser une résidence étudiant, il va donner son cahier des charges à l'architecte va concevoir la résidence, et la résidence, ça va être à coup sûr un pur prototype. Et ça, c'est normal parce qu'on va être intégré dans un environnement complexe, donc c'est forcément un pur prototype. Donc il refait de zéro finalement. Alors, il refait de zéro, et y compris la chambre. Alors que la chambre, finalement, est-ce qu'on a beaucoup de choses à inventer sur une chambre d'étudiant qui fait 18 mètres carrés, qui a une porte, une fenêtre, une salle de bain, un lit, un placard, une kitchenette? Pas forcément. Nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a levé 1 million d'euros et on a dépensé ce 1 million d'euros pour concevoir une chambre étudiant. Donc, on a fait travailler des étudiants, des exploitants, des architectes, des designers, des décorateurs, etc., etc. Et on a tourné 500 plans dans 18 mètres carrés pour arriver à un plan qui nous plaisait bien. Et on a fait le prototype que vous avez vu, Fabrice, sur Batimat. Et ce prototype, on l'a fait visiter à 800 personnes aujourd'hui. Et on se nourrit des retours que l'on a sur ce prototype pour arriver à faire encore mieux. Donc on est vraiment dans une démarche produit, industrielle. En gros, on a conçu la première chambre, c'était l'iPhone 1, voilà. Et puis là, on est à l'iPhone 2. Et puis demain, on sera peut-être à l'iPhone 16, à la chambre numéro 16, avec à chaque fois des améliorations. Oui, et avec surtout ce retour utilisateur qui est très important. Voilà, ce retour utilisateur. Et en fait, notre proposition, c'est de dire et aux clients et aux architectes, peut-être c'est pas très utile de vouloir réinventer la chambre à chaque fois. C'est peut-être beaucoup plus efficace de prendre la chambre que nous, on a conçue et de la poser sur votre plan. Donc, on inverse le processus parce que si l'architecte accepte, et ça, c'est d'ailleurs aujourd'hui souvent à la demande du client, voire de l'exploitant, qui dit « Ah oui, mais moi, c'est cette chambre-là que je veux. » Donc, toi, l'architecte, tu la prends et tu joues avec et tu conçois ton projet à partir de cette chambre. Eh bien, nous, de manière industrielle, on va pouvoir produire d'une manière extrêmement efficace parce que les chambres ont été conçues pour être produites d'une manière vraiment efficace en usine. Ah bah voilà, Zen Modular, donc la construction hors site qui prend son envol, en tout cas qui est en plein boom actuellement en France et aussi en Europe. Merci Pascal Chazal, je rappelle que vous êtes donc président de Zen Modular et du groupe hors site et à très bientôt sur Smart.